Bonjour, Bonjour. vous êtes Antonin Duarte, vous êtes né en février 1971 à Versailles. Donc vous êtes candidat tête de liste pour la liste Europe souveraine qui regroupe les écologistes et l'union des centristes et des écologistes dont vous êtes le président. Absolument. Nous avons, nous, Europa Nova, travaillé sur les priorités européennes en parlant de puissance. Nous avons révélé 17 questions en travaillant avec des Européens. Il y avait juste 2 Français. Donc on milite finalement pour une Europe de la puissance, mais qui soit durable. Voilà, je voulais vous interroger, vous, sur quelles sont vos priorités, vos 3 priorités pour les années à venir pour l'Europe. Alors, nos 3 priorités pour les élections européennes, on propose aux citoyens 3 boucliers. Un bouclier climatique, un bouclier de paix et un bouclier social. Ce sont nos 3 priorités qu'on va détailler, auxquelles s'ajoute un bouclier numérique, industriel, démocratique et culturel qu'on détaillera peut-être tout à l'heure. Alors, pourquoi un bouclier climatique? C'est qu'on va déclarer ouverte le 9 juin la guerre contre le climat, contre le réchauffement climatique. On a déjà gagné plusieurs guerres et on a mis en place des économies de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la crise financière de 2008, pendant la crise pandémie de 2019. Il est temps aujourd'hui de déclarer la guerre au climat, de se donner les moyens d'aligner nos objectifs avec les accords de Paris. Donc on va mettre en place un financement de 1 000 milliards d'euros financé par la BCE, dont on va inscrire la transition et l'adaptation comme objectif aux côtés de l'inflation, à l'image de la Fed qui a également 3 objectifs. Aujourd'hui, la BCE n'en a qu'un seul, ce qui va permettre de financer cette transition sur 5 ans, d'une part. D'autre part, on va renforcer les clauses miroirs et les pénalités, en particulier pour tous les produits importés. Un tiers de nos émissions aujourd'hui sont importées, notamment de la Chine, de l'Inde, pays en développement, qui produisent leurs produits notamment avec des énergies fossiles, en particulier le charbon, qui est extrêmement nocif. Donc on va doubler les taxes sur tous les produits fabriqués avec du charbon et les augmenter de 50% pour toutes les énergies, gaz et pétrole. Ce qui permettra de changer les normes des pays en développement, s'ils veulent exporter en Europe et probablement aux États-Unis qui vont probablement s'aligner, on va pouvoir aligner nos objectifs et l'Europe sera en situation de leadership au niveau mondial à ce niveau-là. Alors, bouclier de paix, puisque nous sommes la seule liste, si je puis dire, à créer une vraie armée européenne. Aujourd'hui, ça n'est pas possible avec l'Union européenne telle qu'elle est, avec 27 chefs d'État qui se relayent tous les 6 mois. Le prochain chef d'État, c'est Viktor Orban, président de la Hongrie, qui est pro-Poutine, qui risquerait de désarmer l'Ukraine et de concéder le Donbass et la Crimée à la Russie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Il faut un président élu démocratiquement sur la base d'une constitution européenne, un gouvernement européen qui soit plus efficace, plus démocratique. Là, on aura un alignement complet sur l'armée, avec 70% du matériel qui sera produit en Europe, une centrale d'achat pour les achats extérieurs, notamment aux États-Unis, mais qui seront minoritaires. Donc on va construire une vraie Europe de la défense et on aura en même temps ce que voulait Roosevelt, c'est-à-dire effectivement un seul téléphone pour la diplomatie européenne qui pourra parler également d'une seule voix vis-à-vis de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Troisième pilier, c'est le bouclier social, avec un revenu universel pour tous les jeunes de moins de 30 ans, qui sera ensuite étendu, d'abord sur la base du volontariat pour les pays qui le souhaitent pendant 3 ans, puis ensuite on étendra cette expérience. Il est temps d'aujourd'hui de créer un état d'esprit, une culture européenne, une identité européenne, voire une langue européenne, on y viendra probablement tout à l'heure. Merci, c'est très clair. Quelle est votre opinion sur l'élargissement de l'Union européenne? Alors nous y sommes favorables après la réforme de l'Europe, qui est un préalable. D'abord sur les Balkans. Sur les Balkans, je crois que je suis le seul candidat à avoir pris position pour respecter les frontières des États européens dans les Balkans. L'ancienne Yougoslavie, que je connais bien, j'y suis déjà allé, et les États-Unis, comme vous le savez,
ont en réalité fait les traités de paix, notamment en Bosnie-Herzégovine, qui ont coupé le pays en deux, où les Serbes de Bosnie sont minoritaires. C'est une situation qui n'est pas pérenne et il va falloir avoir un référendum populaire pour que le peuple s'autodétermine. Même chose pour le Kosovo avec la Serbie. La division des pays n'est jamais la solution. Donc il faudra que l'Europe reprenne le leadership diplomatique avant d'élargir l'Union européenne effectivement dans les Balkans. Je suis très favorable évidemment à l'élargissement de l'Ukraine, même si ça prendra encore un peu de temps. Et je crois qu'il faut apporter une réponse claire et négative pour l'adhésion de la Turquie, qui est orientale depuis l'Empire romain, comme chacun sait, et qui n'adhère pas aux valeurs fondatrices de l'Europe, notamment la laïcité. Donc il faudra une coopération renforcée avec la Turquie, mais je crois qu'il faut mettre fin à ce faux semblant. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez pour une Europe de la défense. Jusqu'où cela va pour vous? Une armée européenne, des armes made in Europe ou de l'achat groupé européen? Quelle est votre vision de la défense que vous souhaitez européenne? Donc je ne vous pose pas la question si vous la voulez franco-française comme la souhaite M. Bardella. Non, à partir du moment où on aura un président élu démocratiquement, ce sera donc le chef des armées et le chef de la diplomatie. Et donc notre objectif, c'est d'intégrer 70% des forces armées européennes dans une armée européenne. Et on laissera 30% des forces armées au pays pour leur défense frontalière. Même chose pour, on l'évoquait tout à l'heure, une industrie européenne qui fournisse le même matériel à l'ensemble des armées. Parce qu'on voit bien que la guerre en Ukraine, on a 5 modèles d'avions, 3 modèles de tanks, etc., des munitions différentes. C'est ingérable. S'il faut 5 notices de langue pour un soldat pour faire la guerre, ça n'est plus possible. Donc il est temps aujourd'hui de se réarmer. Je suis favorable également à ce que le bouclier nucléaire français serve à l'ensemble de l'Europe et proposer à la Pologne et à la Roumanie un site d'ogive nucléaire. C'est à la France de prendre ce rôle-là et cette responsabilité-là. Ça n'est pas aux États-Unis. Nous devons avoir également un accord avec l'Angleterre, qui est également une puissance nucléaire qui doit être en 2e ligne, mais les États-Unis doivent être en 3e ligne. L'Europe souveraine, c'est vraiment le cœur de notre projet, et on le voit bien, la guerre est aux portes de l'Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient, et il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Vous avez parlé du nucléaire de la défense. En ce qui concerne le nucléaire civil, l'énergie nucléaire, est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire? Alors on est pour, contrairement effectivement au Verts, à Europe Écologie Les Verts, qui a un programme climaticide, puisque aujourd'hui être contre le nucléaire, qui est une énergie pilotable, c'est, on le voit en Allemagne, qui a pris cette position-là, ça a fait augmenter la production et l'importation de charbon de Pologne, de pétrole et de gaz, notamment de Russie, et donc ça a accru à la fois la dépendance énergétique et géopolitique de l'Europe, et donc l'énergie nucléaire, aujourd'hui, elle est décarbonée, c'est pas la solution idéale, mais pour les 50 prochaines années, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. C'est clair. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'Europe des nations ou une Europe fédérale? Comment vous imaginez le futur européen d'un point de vue plus structurel et de gouvernance? Nous nous situons, si je puis dire, dans la lignée de Victor Hugo ou de la Constitution américaine, c'est-à-dire avec un État européen fort, avec toutes les compétences régaliennes, mais en revanche décentralisées, principe de subsidiarité pour les États, pour toutes les questions de société. Aujourd'hui, l'Europe s'occupe de tout et de rien à la fois. Les compétences ne sont pas claires, donc il y aura une clarification. Plus d'Europe, mais surtout mieux d'Europe. Aujourd'hui, en Europe, le droit n'est pas harmonisé. Le droit privé, par exemple en cas de divorce, voilà, sur les questions par exemple de la garde des enfants, et sur un autre thème, sur l'Europe finalement des affaires, les entrepreneurs peuvent être empêchés parfois dans leur développement par des règles ou des réglementations différentes en fonction des pays. Êtes-vous pour ou contre plus d'harmonisation, par exemple du droit des affaires ou du droit en général,
sur le Code européen du droit des affaires, qui n'a jamais été une demande, qui existe depuis quelques mois, mais qui n'a jamais été une demande ni de la Commission ni des parlementaires. Est-ce que c'est un sujet que vous comptez porter pour faciliter la vie des entreprises européennes, ou est-ce que pour l'instant vous êtes pour le statu quo? Non, il faut aller plus loin. Il y a eu des progrès, notamment le règlement européen du droit des successions qui est récent, qui permet pour les successions européennes transfrontalières de régler le sujet, parce que jusqu'à présent, on était soumis à 2 réglementations, allemande, française, par exemple, si c'était des parents binationaux. Donc il faut aller évidemment plus loin. Les 3 piliers de l'Europe à l'époque romaine, c'était un état de droit, le droit latin en l'occurrence, qui est notre base commune encore aujourd'hui et qu'il faut clarifier et étendre pour avoir le même droit à l'échelle européenne. C'était la question de la langue commune, en l'occurrence à l'époque le latin. Il faut aujourd'hui que l'Europe choisisse une langue officielle. Le français pourrait évidemment être éligible. Je ne souhaite pas que ce soit l'anglais. Tous les Européens apprendront l'anglais pour la vie des affaires, mais il faut une langue intra-européenne pour pouvoir justement aussi commercer, négocier, voyager et créer une vraie culture européenne. 3e pilier qu'on a hérité de Rome, c'était la laïcité. C'est un principe qu'il faut étendre à l'échelle européenne pour protéger nos concitoyens des tentatives séparatistes qu'on voit, mais c'est une question aujourd'hui importante également. Dans votre parcours politique, quel est le sujet ou l'action dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent? Alors, la proposition que j'avais faite il y a 2 ans de Premier ministre écologique chargé de la planification écologique qui a été repris par Emmanuel Macron et qui a permis de diviser par 2 le rythme de baisse des émissions carbone, proposition que je souhaite étendre à l'Union européenne, donc sous l'égide du futur président de l'Union européenne, qui sera directement chargé de la transition, ce qui permet d'avoir des politiques intergouvernementales et de faire des arbitrages cohérents et de ne pas laisser au ministère des Finances, en réalité, le rôle d'arbitrage qui fait que le ministère de l'écologie a longtemps été le ministère de la parole, mais qui était souvent arbitré négativement par Bercy au profit de lobbies industriels, chimiques ou autres. Donc derrière, plus de budget par exemple. Et là, je voulais m'adresser non pas au candidat, mais à l'homme que vous êtes. Quel a été dans votre enfance ou parcours finalement de vie, quel a été le déclic, quelle a été votre histoire européenne qui fait qu'aujourd'hui vous postulez pour être député européen, donc avec une appétence j'imagine, ou une envie d'Europe, de plus d'Europe peut-être. Quel a été l'événement ou l'histoire qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Alors, il y en a probablement plusieurs, mais moi je suis né européen, mes parents sont tous les 2 d'origine portugaise, ils sont venus en France avant l'élargissement à l'Espagne et au Portugal de l'Union européenne, donc j'ai cette double culture naturellement, mais je crois que mon expérience en tant que scout d'Europe, chef de patrouille du Lynx, qui est par ailleurs un animal effectivement qui est préservé, et dont les derniers lynx effectivement sont originaires du village de mes parents au Portugal, donc c'est ce qui m'a relié effectivement à cela. Et peut-être 2e élément, quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai travaillé sur Friedrich Nietzsche, et la philosophie allemande est effectivement un grand pan de notre culture européenne, et Friedrich Nietzsche, qui était juste avant la Première et Deuxième Guerre mondiale, qui se différenciait précisément de la culture nationaliste, notamment de son ami Richard Wagner, effectivement, on est au cœur du sujet. Cette culture européenne commune, finalement, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de construire une Europe de la paix et de construire la future Europe de la connaissance que je souhaite, puisqu'on entre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qui est une nouvelle révolution industrielle, dans l'ère de la connaissance. Il faut permettre à tous les individus européens effectivement de s'épanouir, de remplacer le PIB par un indice du bonheur qui doit être aujourd'hui davantage notre instrument de mesure de la réussite de nos sociétés que simplement les richesses
matériels qui sont nécessaires mais qui ne sont pas une fin en soi. Merci, on finit par l'indice du bonheur, donc quel programme. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous interrogeons tous les candidats et nous vous remercions pour cet exercice démocratique. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.